Le 5 mars 2026, cinquième année, 10e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, voici le rapport de situation. Le rapport d'aujourd'hui mentionne des attaques sur des hélicoptères russes avant l'atterrissage. Mais nous voyons aussi des changements extrêmes dans le ton du côté ukrainien, surtout en ce qui concerne la diplomatie, ainsi que les États-Unis qui vont maintenant demander l'aide de l'Ukraine dans un domaine très particulier. Qui l'aurait jamais cru? Nous voyons aussi des déplacements de la ligne de front et bien d'autres choses. Il y a quelques heures à peine, un groupe d'assaut russe attaquant Constantinople depuis le sud a réussi à réaliser une percée neutre. Le groupe était composé, entre autres, du 4e bataillon d'assaut du 103e régiment de fusiliers motorisés du côté russe, du 13e, compagnie d'assaut russe du 1194e, régiment de fusiliers motorisés ainsi qu'une compagnie de chars du 10e, régiment de chars. Les forces ont pu repousser un peloton ukrainien de la 4e compagnie du 2e bataillon mécanisé du 156e. Bataillon mécanisé, brigade du village de Berestog, les repousser. Actuellement, il y a à nouveau des combats ici. Je n'ai pas encore confirmé que la localité est complètement sous contrôle russe. Mais comme je l'ai dit, ici un peloton ukrainien a été repoussé, et ce de nouveau vers la ville. Par la suite, des groupes d'assaut russes ont également occupé une bande boisée au sud-est du village. C'est la bande boisée ici en bas le long de la route et ici à l'est de Berestog. Cela a créé une brèche dans la défense ukrainienne sur le front sud-ouest de Kostiantynivka par laquelle de plus petites unités russes ont pu pour la première fois pénétrer directement dans la ville. Les positions récemment conquises sont celles déjà souvent étudiées dans les rapports de situation sur ce secteur. Peu après, principalement des unités de la 13e y sont entrées. La 13e compagnie d'assaut, composée principalement de combattants volontaires, est alors entrée dans le quartier Ukrainsky-Sutir, au sud-ouest de la ville, donc pratiquement ici, dans cette zone. Parallèlement, les forces russes ont également détruit un barrage, une structure sur l'étang ici en haut, à l'endroit de l'épingle, afin de perturber la logistique ukrainienne. Suite à l'inondation, la route au nord est restée impraticable un moment, alors qu'elle est l'une des deux principales voies d'approvisionnement pour les unités ukrainiennes en ville. Une importante rocade a également été inondée, une route non goudronnée le long de la crête du barrage au niveau du soi-disant 9e étang, qui était utilisé par le groupe de combat ukrainien autour de la 93e. La brigade Mikhaïlisée, notamment le 2e bataillon, joue un rôle clé. Les forces ukrainiennes ont en partie stabilisé la situation grâce aux contre-attaques du 1er. Le bataillon mécanisé de la 100e brigade mécanisée, qui se trouve au sud-ouest de la ville, a permis de repousser ou d'éliminer de nombreux groupes d'assaut russes de la partie ouest de la ville. Depuis lors, l'intensité des combats dans la zone sud-ouest de Konstantinivka a nettement diminué, ce que confirment également les commandants sur place. Outre des facteurs saisonniers comme la Rasputitsa, période de boue, des problèmes de communication russe, notamment dus à la perte des liaisons Staling, jouaient aussi un rôle important. Cependant, des groupes russes de reconnaissance et de sabotage tentent toujours de progresser le long du bord ouest d'un ravin en direction de Novosilka. Voici ce ravin qui se trouve ici, où l'on peut également voir un petit plan d'eau. Et c'est surtout la 2e compagnie du 10e qui tente ici d'avancer. Régiment de chars de progresser davantage vers l'accès ouest de la ville. Dans la région autour de Uljepol, où nous avons récemment examiné la situation, il existe néanmoins des images intéressantes qui montreraient un fantassin russe apparemment coupé de ses voies de ravitaillement. Dans la vidéo, on voit le soldat obligé de boire de l'eau sale d'une flaque, apparemment parce qu'il ne dispose ni d'eau potable ni de ravitaillement. De telles situations se produisent régulièrement lorsque de petits groupes d'infanterie sont envoyés loin en avant et qu'ils risquent ensuite d'être coupés de leur propre artillerie ou de la supériorité de feu. Dès que le ravitaillement et les évacuations ne sont plus possibles, des soldats isolés se retrouvent rapidement dans une situation extrêmement précaire, comme nous avons pu le constater en 2024 notamment dans la région de Kharkiv du côté russe. Même l'eau ou les soins médicaux manquent alors, surtout dans des zones très disputées, comme autour de Oulipol, où la reconnaissance par drone et les tirs précis bloquent souvent tout mouvement sur les routes d'approvisionnement à découvert. Il peut arriver qu'un soldat... Un drone kamikaze a frappé un hélicoptère russe K-27 alors qu'il tentait d'atterrir sur une plateforme pétrolière en mer Noire. D'après les rapports, l'hélicoptère approchait déjà la plateforme quand le drone l'a percuté. Et de telles plateformes sont fréquemment utilisées par la Russie depuis le début de la guerre comme postes avancés d'observation ou de logistique, notamment pour la communication radar ou pour soutenir des opérations en haute mer.
L'attaque montre encore que les hélicoptères sont particulièrement vulnérables lors du décollage et de l'atterrissage, les phases les plus risquées d'un vol. À ces moments, ils avancent lentement et leurs manœuvres d'évitement sont limitées, les rendant vulnérables aux drones. Zelensky a déclaré que l'Ukraine comptait toujours recevoir des avions de chasse de type Gripen et Rafale. En même temps, il a également exprimé une critique claire contre un blocage d'un paquet d'aides de l'UE d'environ 90 milliards d'euros. Zelensky a averti que le soutien à l'Ukraine ne devrait pas être bloqué au sein de l'UE par le veto d'une seule personne. Je pense que vous savez tous de qui il s'agit. Il a déclaré textuellement que si une personne bloquait à nouveau le paquet, il transmettrait l'adresse de cette personne aux soldats ukrainiens afin qu'ils puissent s'adresser directement à elle dans leur langue. Cette déclaration est considérée comme particulièrement virulente et vise manifestement le blocage politique au sein de l'Union européenne qui a jusqu'à présent empêché la libération des fonds. Pour l'Ukraine, ce paquet revêt une importance capitale, car il comprend à la fois un soutien militaire et une stabilisation économique. Je trouve cependant positif qu'il soit plus présent, car, comme nous le savons déjà, une diplomatie de la force reste plus efficace que celle de la faiblesse, de la retenue ou de la raison. Et il peut désormais se le permettre, car monsieur l'a compris. Je vais aussi expliquer pourquoi. La situation actuelle en Iran montre que le conflit devient de plus en plus une course contre la montre. Les États-Unis et Israël disposent de systèmes de défense anti-aérienne très performants, mais même ceux-ci atteignent leurs limites pratiques. Un problème est le nombre croissant de drones bon marché et lents qui peuvent être produits relativement facilement. Un autre problème concerne également les stocks limités de missiles intercepteurs. Les systèmes comme Patriot ou Front de David sont très sophistiqués, mais leurs munitions coûteuses ne sont pas disponibles en grande quantité. Dès les premiers jours des combats, de grandes quantités ont été utilisées et des stocks supplémentaires sont recherchés partout dans le monde. Rien que les munitions Patriot tirées ces derniers jours pour arrêter des drones bon marché comme les Shahed auraient là coûté au total 4 milliards de dollars. Cette situation accentue la pression sur la direction militaire des États-Unis et d'Israël. Tant que les structures de commandement et de communication iraniennes restent opérationnelles, Téhéran pourra coordonner d'autres attaques. C'est pourquoi la plupart des opérations actuelles ciblent l'infrastructure des gardiens de la Révolution, centre de commandement, réseau de communication et capacité de lancement. L'objectif est de rapidement briser la capacité à mener des contre-attaques organisées. S'ils n'y parviennent pas, il faut s'attendre à ce que des frappes isolées sur le territoire israélien ou sur des positions américaines dans la région puissent soudainement changer la situation stratégique. Et c'est précisément un pays qui peut particulièrement remédier à cela, à savoir l'Ukraine. Comme mentionné dans le rapport d'hier sur l'Iran, les Ukrainiens proposent de fournir des systèmes de défense aérienne bon marché contre les drones, comme par exemple des drones de défense, et en échange de recevoir des missiles PAC-3 pour leur système Patriot. Et si quelqu'un se demande maintenant, à quoi cela peut-il bien servir ou que veut donc Zelensky maintenant, alors je ne peux que recommander ce post qu'il a publié aujourd'hui, car il a expliqué que les États-Unis ont demandé à l'Ukraine un soutien concret pour la défense contre les drones Shahed au Moyen-Orient. Selon ses déclarations, il a déjà donné l'ordre de fournir les moyens efficaces et d'envoyer des spécialistes ukrainiens qui pourront aider à la sécurisation et au fonctionnement des mesures de défense appropriées. Zelensky a affirmé que l'Ukraine soutiendrait les partenaires contribuant à sa sécurité. Le partage d'expériences sur la lutte contre les drones fait partie de cette coopération, car les forces ukrainiennes ont acquis une grande expérience avec les drones Shahed depuis le début de la guerre. L'Ukraine aide les partenaires qui contribuent à garantir notre sécurité et à protéger la vie de notre peuple. C'est ce qu'il a écrit sur X. 200 prisonniers de guerre ukrainiens sont revenus de captivité russe. Cela a été confirmé par Zelensky, qui a également remercié les États-Unis pour leur soutien dans l'organisation de l'échange. Parmi les libérés figurent des soldats ayant servi dans des zones très disputées, dont des défenseurs de Mariupol et des combattants de Donetsk, Louhansk, Kharkiv et Zaporijia. Nombreux sont ceux revenus après une longue captivité. Pour l'Ukraine, ces échanges de prisonniers sont essentiels, car ils permettent souvent de rapatrier des soldats détenus en Russie. Merci aux abonnés, membres, équipe Algo, et tout spécialement au lieutenant-colonel Rennecke, Silla, Dietrich, Ferdinand et Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez, et à la prochaine mise à jour.